Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour 3 threads d'horreur qui sont plutôt terrifiants. En tout cas, ça a mis des petits frissons sur la peau des personnes qui les ont vécus. J'espère que vous êtes prêts pour ces 3 threads spéciales Halloween. On est parti pour se plonger dans ces 3 récits. Steve vit en Roumanie, dans une petite ville, et il est gay. Il faut savoir que la Roumanie, au moment des faits que Steve nous raconte, n'est pas le pays qui est le plus tolérant vis-à-vis des homosexuels. Pour faire connaissance avec des personnes qui ont la même orientation que lui, Steve s'était inscrit sur l'application Grindr. Si vous ne savez pas ce que c'est une application un peu comme Tinder, mais pour les personnes du même sexe. Sur cette application, Steve a rencontré un jeune homme de 18 ans. Ce jeune homme, sur son profil, n'avait pas de photo parce que c'était entre guillemets trop dangereux, parce que les gens ne voulaient pas dire officiellement qu'ils étaient gays pour ne pas être pointés du doigt ensuite derrière dans la rue. À la place d'une photo de lui, il avait une photo de Rose. Steve nous dit que sur Grindr, de toute manière, beaucoup de personnes ne mettent pas de photo de profil. Les deux jeunes hommes ont donc parlé pendant un petit moment, et Steve a eu un petit coup de cœur pour ce jeune homme. Ils ont donc convenu d'échanger des photos d'eux, des photos de leur visage pour savoir à quoi ils ressemblaient, et il se trouve que Steve reconnaît la photo du jeune homme, il l'a déjà vu dans la ville. Il dit donc qu'il le trouve vraiment très mignon, et qu'il l'avait déjà croisé plusieurs fois, et il ne savait pas qu'ils étaient de la même orientation. Les deux jeunes hommes ont parlé encore un peu plus et ont convenu de se rencontrer. Steve devait passer chez un tailleur pour arranger un costume parce qu'il avait un enterrement de vie de jeune fille de sa cousine, donc il voulait un peu réajuster ses vêtements, et du coup il a proposé au jeune homme à qui il parlait de se rencontrer devant ce tailleur. Le fameux tailleur était dans un bâtiment de 4 étages. Au premier étage, il y avait une boutique de vêtements où la tante de Steve travaillait. Au troisième étage, il y avait une sorte de petit local où on pouvait entreposer des choses. Et au dernier étage, le quatrième, il y avait le tailleur. Steve s'est donc rendu chez le tailleur dans un premier temps. Il a fait réajuster son costume et ensuite il s'est rendu au magasin de vêtements au premier étage pour demander à sa tante tout simplement comment ça allait. Pendant qu'il est en train de discuter avec sa tante, Steve regarde par la fenêtre et il remarque que devant le bâtiment, il y a 5 hommes. 5 hommes qui avaient l'air d'avoir la vingtaine. Steve se dit que peut-être la personne qu'il est censé rencontrer se trouve dans ce groupe-là. Il regarde attentivement et personne ne ressemble de près ou de loin à la personne à laquelle il parlait. Steve décide d'envoyer un message à l'homme à qui il parlait sur l'application Grindr pour lui demander si il est arrivé devant le bâtiment pour qu'ils puissent se rencontrer en face à face. Et une fois qu'il a appuyé sur le bouton envoyer, il remarque que le téléphone d'un des 5 hommes qui se trouve devant le bâtiment s'allume avec une notification. Il remarque que l'homme qui a reçu la notification déverrouille son téléphone et il a l'impression que cet homme est en train de taper un message. À partir du moment où l'homme arrête de taper un message, Steve reçoit une notification de son application. Il avait eu une réponse. C'était un message du jeune homme à qui il parlait qui lui disait « Je suis derrière le bâtiment, je me suis mis là pour fumer une cigarette et que personne ne me voit. Viens me rejoindre. » Steve se rend compte très rapidement, au vu de la situation, qu'il ne va pas du tout rencontrer la personne des photos, mais qu'en fait, il est victime d'un piège. À force de messages, Steve essaie de faire en sorte, au cas où qu'il se soit trompé et qu'en fait il se méprenne, que le jeune garçon qu'il devait rencontrer vienne devant le bâtiment, mais le jeune garçon lui essaie de faire venir Steve derrière le bâtiment. Les actions des deux ne concordaient pas vraiment. Du coup, ils ont convenu de se rencontrer non pas devant ni derrière, mais dans la petite ruelle sur le côté. Au moment où ils ont convenu de cet arrangement, Steve se rend compte que les 5 hommes qui étaient devant le bâtiment sont en train de bouger justement vers la ruelle où ils devaient se rencontrer. Je pense qu'il n'y a plus forcément beaucoup de questions à se poser sur le fait de qui tenait le fameux compte sur Grindr. Pour Steve, il se dit qu'il a vu le piège en avance, du coup il penche sa tête par la porte du bâtiment pour s'assurer que la voie est libre. Les 5 hommes sont dans la ruelle, donc hors de portée normalement de Steve, et il en profite pour partir. Il se dit qu'il a eu quand même beaucoup de chance parce qu'il se doute fortement du sort que les 5 hommes lui réservaient. Il a pu rentrer chez lui en toute sécurité. Et après cela, en tout cas, il a désactivé l'application pendant un bon moment parce qu'il flippait un petit peu de tomber sur ce type de personnes. Et ça, je peux vous dire, ça terrorise assez de voir comment l'intolérance des gens, ça peut aller. Vous voyez, là, on ne sait pas ce que Steve vraiment aurait pu subir, mais pour sûr, ils n'étaient pas là pour lui faire des cadeaux. C'était une histoire qui a terrifié Steve, mais ça se finit quand même sur une note positive. Quelques jours plus tard, dans la rue, Steve tombe sur l'homme des photos, mais le vrai cette fois-ci. Du coup, il va l'interpeller, il va lui expliquer toute la situation, et effectivement, ce jeune garçon était vraiment, en tout cas, gay. Du coup, Steve lui dit qu'il y a des personnes qui ont utilisé ces photos pour tendre des pièges à d'autres personnes qui utilisaient l'application. Et du coup, le jeune homme était terrifié, clairement, de cette situation. Et la note positive, c'est que Steve a demandé quand même au jeune homme s'il voulait bien sortir avec lui. Le jeune homme a dit oui, et maintenant, ils coulent des jours heureux ensemble. Et ça, c'est ce qui fait plaisir dans les threads d'horreur, quand ça se finit quand même bien. On a quand même une note positive. Du bonheur à Steve, on espère qu'il ne recroisera jamais ces 5 hommes.
Les amis, là on va parler de quelque chose d'assez grave, on va parler de kidnapping. On va parler de Renée, qui était une jeune fille de 13 ans au moment des faits. Elle avait eu un ordinateur portable pour l'école, et du coup pour elle, internet c'était tout nouveau. C'était l'année 2003, du coup elle découvrait un petit peu ce domaine-là. À l'époque, on n'avait peut-être pas encore toutes ces préventions sur les catfish, les gens qui sont passés pour des jeunes, ce genre de pervers, donc elle était totalement inconnue à ce milieu-là. Pour vous dire à quel point ça date, c'est qu'elle découvrait à ce moment-là MySpace. Elle a utilisé un service de chat qui s'appelle AOL Chatroom. C'était un site internet en fait où on pouvait parler justement, un peu comme sur Omegle, avec des inconnus comme ça avec la webcam et un chat. Elle était un peu timide mais en ligne, sa timidité s'en allait parce qu'elle se sentait un peu plus sereine derrière son écran. Ce qu'elle adorait en fait sur ce truc de chat sur internet, c'est qu'elle se disait qu'elle pouvait être totalement n'importe qui. Elle pouvait se faire passer pour une fille populaire de son école, se faire passer pour quelqu'un qui a fait plein de voyages, enfin vraiment elle pouvait créer son personnage et c'est ça qu'elle adorait. Elle rencontrait plein de gens virtuellement et à un moment elle a fait une rencontre qui la marque encore aujourd'hui. Cette rencontre c'était un homme de 27 ans. Un soir, Renée s'est connectée à ce fameux AOL Chatroom, il y avait sa mère dans la cuisine avec elle mais elle n'était pas forcément surveillée parce que sa mère travaillait en fait beaucoup. Donc elle n'avait pas de surveillance par rapport à ça. En plus de ça, sa mère n'était pas très à l'aise avec la technologie, du coup elle avait vraiment un regard très distant par rapport à ça. Elle se faisait passer pour une jeune fille de 15 ans alors qu'elle en avait 13, parce qu'elle trouvait que ça lui donnait un air un peu plus mature. Vous voyez, c'est par exemple par rapport à ça quand je vous disais qu'elle aimait bien se créer des personnages sur internet. Et là, elle a reçu un message. Ce message disait « Salut, je m'appelle Rob, d'où viens-tu » Et c'est comme ça que tout a commencé. Renée lui a dit d'où elle venait, qu'elle était au lycée, et elle demande ensuite « Et toi ?» L'homme lui répond en lui disant qu'il a 19 ans et qu'il est à New York. Renée se sent un peu privilégié de parler à un homme plus grand, en plus elle trouve que le mec est plutôt charmant, physiquement en tout cas. Ils se sont beaucoup parlé, que ce soit via le AOL Chatroom, via mail, ils se sont même appelés, ils avaient un peu créé une sorte de relation virtuelle. Par exemple, ils n'étaient pas officiellement en couple, mais Renée, à un moment donné, a découvert que cet homme parlait à d'autres filles. Elle voulait donc à ce moment-là dire on arrête tout, on arrête de parler. Et l'homme, lui a imploré de rester avec lui, de continuer à lui parler, de continuer cette relation qu'ils avaient créée ensemble. Et ensuite, dans cette relation, ils sont passés à l'étape d'après, c'est-à-dire l'étape de la rencontre. Renée était très nerveuse, le garçon ne lui avait jamais demandé une seule fois une photo, donc il ne savait pas à quoi elle ressemblait. Mais il y avait une relation particulière qui s'était créée entre les deux, parce que Renée, elle est devenue un peu addict à cette relation, parce qu'elle avait l'impression de se sentir désirée, de se sentir en sécurité, de se sentir voulue, et du coup, comme je vous l'ai dit, il y a maintenant cette étape de la rencontre. L'homme a conduit de New York jusqu'à chez elle. Bien sûr, Renée n'en avait pas parlé à sa mère travaillait à côté de la maison. Du coup, quand l'homme est venu en voiture devant chez elle, il ne s'est pas garé devant, mais un peu plus loin. Pour rentrer dans la maison, il est passé par la porte arrière. Et quand il est venu, Renée avait une amie avec elle, au cas où. Malheureusement, cette amie, quand elle a vu l'homme rentrer dans la maison, a flippé et elle s'est cassée. Meilleur des amis possible. Renée et le fameux Rob se sont rencontrés. Ils se sont fait un câlin, ils se sont embrassés, et ensuite il s'est passé différentes choses. Je pense que vous comprendrez. Une fois qu'ils avaient terminé leur petite affaire, Rob a dit à Renée qu'il passerait la chercher le lendemain après l'école pour partir en date. Renée a dit ok, elle ne savait pas du tout où il vivait, parce qu'en plus l'hôtel qui était le plus proche de chez elle était à au moins 1 heure de route. Donc c'était une vraie question pour elle de se dire mais attends, il reste où? Est-ce qu'il dort dans sa voiture? Est-ce qu'il va à l'hôtel? Est-ce qu'il a un ami qui vit dans le coin qui l'héberge? C'était un vrai mystère pour elle, mais ça l'a pas alerté plus que ça sur le moment. Le lendemain, il y a donc l'école, et à la fin de la journée, Renée se dirige donc vers la voiture de son petit ami virtuel. Personne n'a remarqué qu'elle était rentrée dans sa voiture, personne n'a rien dit, et du coup la voiture a ensuite démarré. Pour Renée, c'était une grande première, elle n'avait jamais eu de petit ami auparavant, ou de rencontre amoureuse, donc un date c'était tout nouveau pour elle. Et là il va se passer différentes choses, ils vont se garer à plusieurs endroits, où encore une fois, ils vont avoir des relations ensemble, et Renée va remarquer différentes choses qui vont l'intriguer, mais elle était tellement aveuglée qu'elle n'a pas justement été alertée encore une fois. Elle a vu une photo d'une jeune fille de 15-16 ans dans la portière de sa voiture, Rob lui a dit que c'était sa cousine, elle l'a cru. Elle a demandé si elle pouvait avoir son permis de conduire, il a dit qu'il avait oublié à l'hôtel, elle l'a cru. En fait, elle croyait tout ce qu'il lui disait. Rob a ensuite ramené Renée à l'école, et ensuite Renée est rentrée chez elle. Sa mère a appris qu'elle n'avait pas pris le bus pour rentrer de l'école, du coup, elle lui a demandé ce qu'elle avait fait, Renée lui a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, et la mère, très énervée, lui a dit qu'elle ne le reverrait jamais. Rob, lui, était censé être reparti chez lui, du coup, Renée était assez triste, elle n'écoutait pas trop sa mère. Elle était en fait totalement triste.
Comme si deux personnes qui s'aimaient se séparaient à cause de la distance, mais qui restaient ensemble. Forcément, quand il y a la séparation, parce que chacun doit repartir vivre sa vie, ça peut faire mal au cœur. René se souvient lui avoir envoyé un email en lui disant qu'elle aurait beaucoup aimé vivre avec lui. Elle lui a dit plusieurs fois aussi au téléphone qu'elle aimerait bien qu'il vienne la chercher. Et Rob a dit ok. Du coup, quelques jours plus tard, effectivement, Rob s'est présenté chez elle pour que René puisse partir avec lui. Forcément, René s'en voulait beaucoup d'abandonner sa mère, mais elle se disait qu'elle était amoureuse de Rob, du coup, elle faisait ça pour son bonheur. Elle a emballé quelques affaires, et au milieu de la nuit, elle a rejoint Rob, qui était en compagnie de son cousin, dans sa voiture. Bon, Rob avait clairement envie, en fait, pendant le trajet, pendant que son cousin conduisait, d'avoir des relations avec René. Assez glauque, on va pas se mentir. La route a duré une éternité, elle n'a rien eu à boire, et quand Rob et son cousin s'arrêtaient à une station-service, ils se prenaient des choses pour eux, mais pas pour René. Et encore des heures plus tard, vraiment la route a duré une éternité pour René. La voiture s'arrête apparemment à quelques pâtés de maison de là où vit Rob, parce qu'il doit en fait aller récupérer quelque chose, selon ce qu'il dit. René est assise à l'arrière de la voiture, elle se réveille une petite sieste, et elle remarque qu'il y a 8 silhouettes autour de la voiture, des hommes et des femmes, toutes habillées en noir. Ces personnes disent à René de sortir de la voiture. René se dit attends, ça fait 10 minutes même pas que je suis à New York et je me fais déjà voler quelque chose. Elle sort de la voiture et là, une des silhouettes se saisit de René et la plaque au sol. Elle lui demande son nom et son âge. Et le cousin de Rob était également là. Il a aussi été plaqué au sol et il demande de confirmer l'âge de René. Et il se trouve que c'était des policiers qui avaient interpellé René et le cousin de Rob. Elle a été emmenée au commissariat et là, elle a revu Rob menotté et c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Elle était totalement dévastée intérieurement parce qu'elle était vraiment amoureuse de lui. Elle a été emmenée dans une salle d'interrogatoire où elle a été interrogée par la police pendant des heures et ensuite elle a été emmenée à l'hôpital. Ensuite on l'a emmenée à l'hôtel où une dame s'est occupée d'elle, lui a donné à manger, à boire, elle a vraiment été très gentille avec René. Et le lendemain, 2 agents du FBI ont escorté René en avion jusqu'à chez elle. Elle a été accueillie chez elle par sa mère, des policiers et des journalistes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la mère de René a remarqué assez rapidement que sa fille avait disparu. Du coup, elle avait appelé la police n'a pas forcément voulu intervenir, ils se sont dit peut-être qu'elle va revenir, fallait attendre un petit délai quand même pour qu'ils puissent lancer une recherche. Et en fait, elle avait des gens dans sa famille qui connaissaient, enfin voilà, le réseau de gouverneur de l'État, qui a poussé la police justement à chercher déjà un peu plus loin. Et là, ce qu'il faut savoir pour ce thread, c'est assez particulier, hein, parce que je vous le raconte du point de vue de la jeune fille qui était vraiment amoureuse de Rob, mais la mère, elle, pour elle, c'était un kidnapping, et ça allait tellement loin qu'il y a eu vraiment une alerte enlèvement qui a été lancée. Aux États-Unis, ça s'appelle l'alerte Amber, qui est vraiment une alerte enlèvement à très grande échelle. Donc c'est vraiment aller très loin. Et en fait, on voit clairement, et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette histoire, que la victime, celle qui raconte l'histoire, ne s'en rend pas du tout compte. D'ailleurs, on voit bien, moi je vous l'ai raconté telle qu'elle l'a récité, que même avec du recul maintenant, elle se rend pas forcément bien compte de ce qui lui est arrivé, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle allait être enlevée pour être placée dans un trafic, encore une fois, d'humains. Je sais que j'avais fait une vidéo où j'avais déjà parlé de ce type de phénomène avec l'influenceuse, mais là, clairement, c'était un trafic d'humains, et même un trafic d'enfants, c'est pour vous dire. Là, on a clairement un syndrome de Stockholm. En gros, pour vous récapituler l'histoire, sans justement un peu cette vision biaisée de celle qui raconte l'histoire, on a un homme qui se baladait en 2003 sur internet et qui séduisait des jeunes filles. Ensuite, il arrivait à les convaincre de les rencontrer, il avait des relations avec elles, des jeunes filles mineures hein, évidemment. Après cela, il les kidnappait en leur faisant croire que c'était de leur plein gré, et ensuite justement, il les enlevait, il faisait la route, il les ramenait à New York, et puis il les mettait en place dans ce trafic d'enfants. Dans l'histoire, à un moment donné, Rob dit qu'il doit sortir pour aller faire quelque chose, la chose qu'il doit faire clairement en fait c'était fuir. Rob a été condamné à 10 ans de prison, et Renée, elle, a pas eu une vie très facile parce qu'elle a ensuite été harcelée à l'école, elle est tombée en dépression, elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Elle a vraiment eu beaucoup de mal à se remettre de ce qui lui est arrivé parce que ça lui a pourri beaucoup d'années de sa vie. Quand elle a raconté l'histoire, elle avait 29 ans, c'est-à-dire 15 ans après les faits, et vous voyez, ça l'a marqué encore. C'est clairement une histoire de dingue, et je trouve ça vraiment très particulier de voir justement la vision que la victime de tout ça avait, parce qu'elle le raconte comme si elle était amoureuse, elle croit Rob sur toute la ligne, le mec lui dit « Je viens te chercher après l'école, d'accord. Je vais t'emmener chez moi, d'accord. Je pointe chez toi comme ça, d'accord. » Elle disait oui à tout parce qu'elle était amoureuse, elle était timide, elle devait déjà avoir quelques problèmes avant de rencontrer Rob. Elle devait être fragile
Et Rob justement en a profité et c'est ça qui est totalement dingue. Les amis, je vous propose qu'on parte sur un thread maintenant un peu plus classique. On va aborder une dernière histoire, un dernier thread horreur qui là ressemble beaucoup plus à un thread horreur classique. On va pas du tout rentrer dans l'aspect psychologique comme le thread juste avant. On va voir l'histoire de Justin. Justin était à l'école élémentaire et un matin, il se fait réveiller par sa mère qui est surexcitée. Il comprend pas pourquoi, elle lui dit Justin, réveille-toi. Et en fait, c'est que sa mère s'était réveillée, elle n'avait pas entendu son réveil, du coup elle était un peu à se demander ce qui se passait, parce qu'en fait c'est elle qui réveillait à chaque fois Justin pour aller à l'école. C'était un deal qu'ils avaient entre eux, la mère se réveillait, et ensuite elle allait réveiller son fils. Du coup, ne s'étant pas réveillée, enfin plutôt n'ayant pas entendu son réveil, elle n'a pas pu réveiller Justin, qui allait être en retard à l'école. Naturellement, il allait rater le bus, du coup sa mère lui dit « On panique pas, je vais t'emmener ». Donc Justin est tranquillement en train de prendre son petit déjeuner. Le bus devait passer à 7h du matin, et à 6h50, la mère de Justin et Justin voient un bus qui arrive et qui s'arrête. C'est normal parce que le bus devait prendre Justin. La mère sort de la maison, fait un signe au chauffeur de bus que Justin ne prendra pas le bus ce matin, et elle revient. Sauf que, étrangement, le bus ne s'éloigne pas. Et plutôt que de s'éloigner, on entend quelqu'un qui toque à la porte. La mère de Justin va voir qui c'est, et c'était un homme en uniforme de chauffeur de bus. Mais ce n'était pas le chauffeur habituel. Cet homme explique qu'il est le remplaçant du chauffeur de bus qui a appelé pour dire que le chauffeur qui normalement conduisait les enfants à l'école était malade. Il disait que c'était normal qu'il soit là un peu plus tôt parce qu'il ne connaissait pas très bien le trajet, du coup c'était pour ne pas mettre les enfants en retard. La mère de Justin lui explique que c'est elle qui emmènera son fils à l'école ce matin, et apparemment le chauffeur avait l'air assez déçu. Il insiste en disant que il peut patienter quelques minutes le temps que Justin se prépare pour l'emmener. La mère de Justin, elle aussi de son côté, insiste en disant que non, c'est elle qui emmènera son fils à l'école. L'homme a l'air énervé, étrangement d'ailleurs, et la mère dit donc qu'il peut s'en aller, continuer sa tournée et que elle prend soin de son fils. Elle est carrée, la mère de Justin. L'homme fait donc demi-tour, il se dirige vers son bus et s'en va. Là vous allez me dire c'est bizarre, mais rien d'étrange, ça fait pas peur. Vous allez voir. Justin continue toujours de manger son petit déjeuner quand vient 7h. Et à 7h, il y a un autre bus scolaire qui s'arrête devant chez Justin. La mère de Justin le remarque, elle trouve ça assez étrange. À 10 minutes d'intervalle, deux bus scolaires qui passent au même endroit. Bizarre. Elle sort de la maison, elle va parler au chauffeur. C'était le chauffeur habituel, qui lui n'avait jamais appelé pour dire qu'il était malade. Et qu'il n'y avait pas de chauffeur de remplacement sur son trajet. Le chauffeur de bus a immédiatement appelé l'entreprise de bus pour leur dire qu'il y avait peut-être un bus qui avait été volé, enfin quelque chose qui n'allait pas. Et il a dit à la mère de Justin de rentrer et d'appeler la police. Justin et sa mère pensent que ce bus avait ciblé Justin et qu'il voulait tout simplement le kidnapper. Et qu'il avait mis du coup en place une énorme stratégie, parce qu'il faut le faire quand même, prendre un bus d'école pour enlever un enfant. Après peut-être qu'il comptait en enlever plusieurs, on ne sait pas forcément, on n'a pas beaucoup de révélations sur cette histoire. Mais en tout cas Justin se dit qu'il a beaucoup de chance de s'être réveillé en retard ce jour-là, parce que si il avait été prêt pour l'école à temps, il serait parti avec ce chauffeur de bus. Et il ne serait sûrement pas arrivé à l'école et le soir il ne serait sûrement pas rentré en sécurité chez lui. Donc mine de rien, ratez vos réveils, ça vous sauvera la vie. Bon les amis, on a fini pour ces petites histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Nous on repart se mettre en sécurité, vous inquiétez pas, pas de kidnapping ici, je peux vous l'assurer. Bon les amis, c'était une vidéo assez particulière, en même temps c'était pour Halloween, donc autant taper dans le particulier. Avec ce fameux thread justement du kidnapping de René qui était très psychologique. J'espère que ces histoires vous auront quand même plu, qu'elles vous auront fait frissonner, peut-être même malaisé. C'est pas impossible. Moi des fois je suis malaisé par les histoires que je raconte, on va pas se mentir. Moi je vous retrouve si vous êtes sur le live en chat, et si vous arrivez sur la vidéo après live, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo ou dans la suite du live. Salut!